Alex, épisode surcoté, sous-coté. On va attaquer 3 choses. On va attaquer les communautés. On va attaquer les levées de fonds. On va attaquer les Optimus de Tesla. Et on va attaquer, ou des fonds d'ailleurs, le building public. Ça fait 4 choses donc. 4 choses. J'ai dit 3 ? Ouais, je crois. Ah, pardon, 4. 4 choses. 4. Bon, on commence Ok. avec les communautés. Est-ce que c'est surcoté ou sous-coté selon toi ? Ok. Mon analyse là-dessus, c'est que aujourd'hui, au moment où on se parle, des vraies communautés bien construites, c'est sous-coté. Par contre, ce qui est surcoté, c'est les communautés, genre juste le fait d'avoir des followers. Et en fait, c'est la confusion, tu vois, classique. Mais si on répond vraiment précisément à la question, moi, je dis communauté, c'est encore sous-coté. Moi, j'ai un avis différent du coup. Ah, vas-y. Moi, je trouve que les communautés, c'est vachement surcoté. Alors, attention, déjà, qu'est-ce qu'on appelle communauté ? Communauté, c'est des personnes qui sont au sein d'une personne communautaire, d'un espace d'échange, et où chacun peut échanger, sauf avoir l'intermédiaire du gourou au milieu. C'est-à-dire, pas besoin juste de commenter un post du gourou. Non, on échange entre deux membres qui font partie de la communauté. Là où une audience, c'est, en gros, le gourou, il poste quelque chose, et si on veut réagir, on like, on commente, ce genre de choses. Mais il n'y a pas de lien direct avec les personnes. Et en fait, ce que je vois, et d'ailleurs ce que j'ai partagé au sein du sanctuaire, et ça a fait pas mal réagir les différents membres, c'est que la plupart de personnes qui prêchaient les communautés, je pense à Matt Gray aux États-Unis, qui est assez connu. Je pense à Greg Eisenberg, la personne qui prêchait les communautés, ou je pense aussi en France à Martin Crédu, qui a plus ou moins d'ailleurs copié-collé le format de Greg Eisenberg. Et bien toutes ces personnes font demi-tour. Et ces personnes, ils ne parlent plus du tout maintenant de leur communication des communautés. Et un truc qui a marqué, c'est hier, j'ai reçu un message, un email de Greg Eisenberg. Greg Eisenberg, qui avait créé une communauté, justement, une formation payante qui s'appelait Community Empire, vient de se rebrand en Startup Empire. Et en fait, il est en train de détruire, de casser un peu l'image de jeu de créer des communautés à, eh ben, on va créer des audiences et ensuite on va bâtir des produits sur cette audience-là. Matt Gray, de base, dans sa bio, dans sa landing page, dans sa proposition de valeur et même dans sa photo de couverture, il disait des systèmes pensés pour créer des communautés fidèles. Il n'y a plus nulle part le mot communauté qui s'affiche. Et Martin Crégu aussi, au début, c'était demain Factory, on va vous créer des communautés, les communautés c'est génial, etc., etc. Et maintenant, et bah, tout ce qu'il partage, c'est des conseils sur la création d'audience, sur on a un studio de podcast, et puis du coup, vous allez pouvoir créer une audience, parler, etc., etc. Alors, certes, il le défend en mode, bah, c'est la première porte d'entrée à une communauté, mais à la fin de la journée, il n'y a pas de vraie communauté qui se crée. C'est des audiences que l'on crée. Et pareil aussi pour toutes les collections NFT finalement qui ont disparu. Et à l'inverse, lorsqu'on regarde aujourd'hui les personnes que l'on considère avec les plus grosses communautés, comme les Michou, les Inoxtag, les Lena Situation, en fait, ils ont, enfin, de ce que je sais, ils n'ont pas de communauté. Ils ont des audiences de fans extrêmement fidèles. Mais ils n'ont pas ouvert un espace d'échange où chaque personne peut parler entre eux. Des fois, ils font des rencontres physiques, et dans ce cas-là, ça marche bien. On pourra en reparler juste après d'ailleurs. Parce que je pense que les communautés physiques, à mon avis, sont pour le coup sous-cotés. Et d'ailleurs, on en reparlera, mais même tout ce qui est les communautés network states en ligne, à mon avis, c'est totalement surcoté. Par contre, les petites communautés de network state en physique où les personnes se rassemblent, parlent, échangent, où il y a quelques bâtiments et construisent entre eux, c'est génial. Je pense que c'est hyper puissant. Et voilà. Et alors, pourquoi est-ce que toutes les personnes font demi-tour ? Les personnes font demi-tour aujourd'hui sur les communautés parce que on se rend compte de que c'est beaucoup plus compliqué à créer que ce que l'on pense. Et souvent avec beaucoup moins de résultats. On a tous essayé de créer un groupe Discord, on a tous essayé de créer un groupe sur School, la plateforme de Sam Ovens, et on se rend compte que à la fin de la journée, c'est souvent, on a l'impression que c'est le gourou qui parle. Donc c'est comme si c'était un compte Twitter privé. C'est-à-dire que les mecs, ils partagent des posts, ils ont quelques likes, quelques commentaires, et c'est quand même vachement rare qu'il y ait vraiment d'autres membres qui parlent. Alors ça arrive bien sûr, mais de là à avoir un engagement fluide avec des communications qui sont constantes, c'est quand même assez rare. Il y en a plein qui s'en mordent les doigts justement sur ça. Et de ce que je vois, les vraies communautés qui marchent, ça va être soit des communautés qui sont éphémères. Je pense à toutes ces communautés type les challenges 7 jours, 10 jours, 1 mois que peuvent faire les infopreneurs pour ensuite vendre leurs produits. On va créer une communauté, on va les rassembler, on va créer l'excitation commune, une mission commune, et bam, ça a marché.
Et là, d'un coup, ça marche parce qu'il y a une sorte d'engouement qui est puissant. Un peu comme à l'époque des collections NFT, où l'engouement, c'était les mecs, dans une semaine, on va tous devenir millionnaires. Et donc, il y a un côté, on est tous. C'est une sorte de fraternité qui se crée. Et ça marche bien, il y a beaucoup d'engagement. Mais au-delà de cette limite, bon, à challenge 7 jours, au-delà du mint de la collection NFT, au-delà de la limite finalement du cadre qui a été dressé par la communauté, ensuite ça meurt et ça se dilapide. Lorsqu'on regarde par exemple les communautés de Porsche, pour sa collection NFT. La communauté qui a pu créer même des grosses marques comme Guerlain dans leur collection NFT, bah, les communautés sont mortes. Sur Discord, les communautés n'existent plus. D'ailleurs, ils en font même plus vraiment la promotion. Et deuxième type de communauté que je vois qui marche bien, c'est les communautés ultra privées. Donc, c'est avec des personnes, il va y avoir 5 à 25 membres max. Et eux, ça marche bien parce qu'ils se connaissent. Il y a un côté très, très petit cocon. Il y a un côté, on fait partie d'un club où il n'y a que nous, ultra exclusif, et on s'échange de l'information pertinente et où c'est très homogène. Tougan disait les personnes sont un petit groupe qui sont homogènes de la déviance. Donc, ils vont être radicaux dans une manière de réfléchir, dans un objectif commun, dans une mission commune, mais avec un petit groupe, tu vois, avec une mission commune. Ouais. Et les autres communautés qui marchent bien, pour le coup, il y en a qui marchent, je pense, il y a le groupe, il y a Trends.co avec Sam Park qui marchait pas mal. Je sais que la communauté de Antoine BM aussi marchait pas mal sur Facebook. Généralement, ça va être des communautés où il va y avoir des règles extrêmement strictes, avec assez peu de liberté d'action. Et avec aucune dérogation aux règles qui vont être possibles. Et d'ailleurs, très souvent, les posts qui sont publiés sont soumis à la validité des admins avant que ce soit réellement publié. Et si jamais on commence à faire notre pub ou que sais-je, bam, on est immédiatement exclu du groupe. Enfin, ou alors le post qui est supprimé. Je vois ce que tu veux dire. Après, ce que tu dis aussi, c'est que les communautés à court terme, ça marche, mais les garder sur le long terme, c'est compliqué. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, le système communautaire ne marche pas. Ce que moi, j'ai l'impression de voir, c'est qu'aujourd'hui, dans un monde où les repères sont quand même de plus en plus compliqués à trouver, les gens se cherchent des formes de communauté ou des formes d'appartenance. Ça, pour moi, c'est un trend fondamental de notre époque. Je te dis n'importe quoi, mais les gens s'identifient à être, je suis un fondateur de boîte dans la tech. Je suis un fondateur, tu vois, de start-up. Je suis un activiste du climat. Je suis, et ainsi de suite, tu vois. Et les gens cherchent des groupes auxquels ils peuvent s'identifier et des groupes qui parfois dépassent l'appartenance à une ville, à un État, à une école, à une entreprise. Tu vois, des groupes de pensée, entre guillemets, qui entrent quasiment dans ta personnalité. Je suis un coureur de marathon sur Strava, tu vois. Enfin, j'en sais rien, ce genre de truc. Et ça, pour moi, c'est un trend qui est fondamental dans le business et même en politique. Hein. Tu vois, on va dire dans le paysage des années 2020. C'est un truc qui n'existait pas. Enfin, comment dire? C'est pas que ça n'existait pas avant, mais c'est que c'était quand même beaucoup moins prégnant avant. Aujourd'hui, les gens se cherchent des communautés et les gens aiment s'identifier à des groupes qui ont des manières de penser et des manières de réfléchir et des manières d'agir, on va dire, proches les unes des autres. Tu crois vraiment que c'est nouveau, ça? Moi, je pense que l'humain a toujours été comme ça. Hein. Oui, sauf que maintenant, il y a une défiance envers les institutions, il y a une défiance envers son pays, il y a une défiance envers souvent son entreprise ou en tout cas le côté, tu vois, top-down vraiment de la boîte, genre mon patron, machin. Tu vois, moi, quand j'étais gamin, mon grand-père m'expliquait que, tu vois, il avait fait toute sa carrière dans la boîte, il s'identifiait à sa boîte, il était un maillon important, c'était quasiment une famille, machin. C'est sa société qu'il n'avait pas créée, hein, d'ailleurs. Et nous, enfin, regarde dans nos potes, il n'y en a aucun qui s'identifie vraiment à sa boîte au sens, tu vois, qui a une appartenance forte. Et du coup, on cherche à côté des communautés plus petites qui matchent nos valeurs, d'après moi. Et d'après moi, c'est ça qui fait que le network state
peut marcher. Et je suis d'accord avec toi, le network state est plus intelligent est plus intéressant en physique qu'il ne l'est en digital. En digital, je vois pas forcément. Enfin, qu'il y ait un lien digital à un moment, au cas où des mecs soient en déplacement, que ce soit une facilité de communication, oui, évidemment, mais que tout soit en digital, ça. Tu vois, quand on repense à Praxis, je crois qu'ils ont levé du coup 5 millions, leur première levée, pendant leur première levée, 5 ou 10 millions, 20. pour leur première levée 20 millions pour Ouais. un groupe Discord. Tu vois, alors je sais que c'est pas que ça, tu vois, mais mais en fait, je suis assez d'accord avec toi, mais ce que je pense, c'est que déjà peut-être que tout ça existait de base et que le fait de créer les Discord, de créer les schools, de créer les circles, eh bien, ça a permis de créer du contexte. Mais ce sentiment d'appartenance, ce sentiment de faire partie, d'épouser un message, les personnes l'ont vachement avec l'audience. Et en fait, il y a un truc quand même que j'ai remarqué, c'est que d'un point de vue théorique, et je suis le premier d'ailleurs à avoir prêché cette parole parce que j'ai créé des formations là-dedans, j'ai essayé de partager un message autour des communautés, les communautés c'est le futur. Donc c'est extrêmement excitant et très stimulant d'un point de vue théorique. D'un point de vue pratique, à partir du moment où une personne rejoint une vraie communauté, c'est-à-dire qu'il passe d'un comportement passif de consommation, je consomme un contenu, je me dis est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, mais voilà, je consomme, je like, un comportement actif, où les personnes vont réagir, débattre, s'exprimer. Et là, d'un coup, ça demande un effort qui est colossal. C'est un effort qui est colossal, mais qui peut se faire d'autant plus facilement que la cause est forte. Et c'est pour ça que les communautés qui marchent le mieux, généralement, c'est les communautés qui vont être assez presque polarisantes. Ça va être des communautés politiques, où les personnes, ils vont tous penser à la même chose, et donc ils vont s'auto-exciter en partageant des tweets, des geeks, ou ce que tu veux. On va avoir des communautés qui vont être peut-être autour de l'écologie. On a dit ça doit vachement bien marcher. On peut avoir d'ailleurs des trucs autour de la longévité. Je pense que ça peut. Tout ce qui est fort, très 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 fort, ça peut marcher. Mais l'entre-deux, et finalement, tout ce qu'on entend sur Internet, on est un peu dans l'entre-deux. Hein. On crée une communauté, crée une communauté, quel que soit ce que vous voulez faire. Eh bien, ça a quand même tendance à pas servir à grand chose. Et je trouve qu'il y a plusieurs dangers à ça. C'est que, bon, déjà, il y a un effort colossal de la part des membres. Je viens de te dire, on passe du passif à l'actif. C'est quand même une, douleur qu'on demande aux membres, une action importante. Ensuite, il y a une énorme perte de crédibilité de la part du fondateur si jamais ça foire. Parce que si, eh bien, toi, demain, tu rejoins une audience et que le mec te dit un truc intéressant, moi, tu vas rester, c'est cool. Si tu vois qu'il y a des vues, c'est cool. Mais si tu rentres dans sa communauté et que tu vois qu'il y a personne qui parle alors qu'il y a 500 membres et il y a juste le fondateur qui envoie un message quelquefois, bah moi, mon premier réflexe, c'était même à l'époque des NFT ou d'autres, ça perd totalement de sa crédibilité. Je me dis, bon, ok, bon, c'est peut-être pas, il n'y a peut-être pas autant d'autorité que ce qui laisse paraître. Ensuite, ça crée une sorte de charge mentale, un stress pour le fondateur. Je ne sais pas si elle a déjà vécu ça, mais la charge mentale de, oh putain, ça craint, personne parle. Personne parle. Et donc, il y a ce besoin de dire bon, il faut que je publie, il faut que je publie, il faut que je publie, il faut que je publie. Parce que c'est comme si tu avais un seau qu'il fallait remplir, mais qu'il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau, donc tu es le seul à mettre avec ta petite pelle qui est déjà trouée et c'est extrêmement dur. Donc, ça crée quand même un stress pour le fondateur. Ça, je suis d'accord avec toi. Et une pression permanente où le mec se dit toujours j'ai besoin d'être là H24. H24. Là où une audience, c'est différent. On n'a pas besoin d'alimenter. On a un post, s'il marche, trop cool. S'il marche pas, on s'en fout. Et on n'a pas besoin d'action supplémentaire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et alors, pour te donner un exemple, moi, j'ai visité une communauté physique il y a 3-4 jours, que je ne citerai pas parce que je n'aurais pas demandé l'autorisation machin, mais bref, très cool. Et en fait, eux, ils ont monté une communauté physique d'entraide sur des problématiques bien précises. Et ça marche du feu de Dieu. Du feu de Dieu. Ils font 1,5 million par an. Alors, je te dis pas que ça va devenir Apple, hein, c'est pas le sujet, mais ils font 1,5 million par an. Ils ont une vision commune. Tous les membres y trouvent, parce qu'il y a de l'échange de business et tout, donc tous les membres y trouvent leur compte et leur intérêt. Et d'après ce que je vois en tout cas de l'extérieur, les mecs ont des taux de rétention qui sont hyper importants. Genre, les gens restent plusieurs années dans le truc. C'est quoi? C'est un mastermind? C'est un réseau? C'est un club? Non, c'est vraiment, rien de tout ça. C'est une communauté basée sur
de l'échange de prestations de communication. En gros, quand quelqu'un a un client, il l'amène à tout le monde et on essaye de faire tu vois, des prestats communes, quoi. C'est hyper stylé. Et c'est quoi le business model? Un fils d'entrée? Revenu cher. Revenu cher plus, je crois, un abonnement. Hyper stylé. Mais c'est en physique. Tu as des bureaux, tu as des soirées, tu as des réunions. Donc, tu as un côté très communautaire au sens premier du terme. Hein. Tu as de l'entraide. Tu peux aller voir le bureau à côté du tien et demander comment ça se passe. Machin. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est vraiment un. Et il y a aussi une partie en ligne, hein, des groupes WhatsApp, des groupes ou Telegram ou je sais pas quoi, tu vois, pour pouvoir échanger quand tu es en vacances, quand tu es à distance. Ils utilisent le numérique pour, on va dire, faciliter la communication si nécessaire, mais tu as quand même un ancrage physique obligatoire. Je ne sais pas à quel point c'est scalable. Par contre, ce que je sais, c'est que ça passe. C'est que ça marche bien. Ouais. Alors, du coup, tu as des coûts qui sont supplémentaires. Par contre, tu as des coûts supérieurs. C'est-à-dire que là où un mec fait une communauté pure en ligne sur, disons, 1 million, pour faire simple, il va faire 800 000 de marge. Là, bah, tu vas faire peut-être que, j'en sais rien, 200 000 de marge. Pourquoi? Parce que la soirée, il faut l'organiser, les locaux, il faut les payer, il faut qu'il y ait du chauffage, il faut faire venir le ménage une fois par semaine. J'en sais rien, je te dis des conneries, mais tout ça mis ensemble. Ouais. Voilà. Bah, en fait, c'est un peu ce que j'allais dire à la fin, c'est que donc, pour tout ça, je trouve que c'est un peu surcoté. Parce que je trouve qu'il y a eu trop de pubs qui ont été faites sur les communautés et que finalement, c'est pas tellement l'Eldorado. Je pense que créer une audience, une bonne audience fidèle, c'est quelque chose qui est beaucoup moins prise de tête et je pense d'ailleurs beaucoup plus efficace. Ouais. Mais que les communautés qui marchent, c'est vraiment la panacée. C'est vraiment c'est des personnes qui, pour le coup, vont être hyper fidèles, qui vont pouvoir peut-être acheter d'autres produits et services que tu vas pouvoir proposer derrière. C'est un referral, donc du bouche à oreille qui marche super bien parce que les personnes ont tendance à parler nous souvent. Le sanctuaire, d'ailleurs, on a beaucoup de mômes aujourd'hui qui sont venus uniquement grâce au bouche à oreille. Uniquement grâce au bouche à oreille, ce qui est hyper intéressant. Et donc, je pense qu'il y a juste un gap énorme. Les communautés, au-delà d'un certain niveau, c'est hyper puissant. Mais je trouve que par rapport à toute la pub et à toutes ces personnes qui ont voulu vendre des formations autour des communautés, en disant c'est nous à Eldorado, allez voir les marques, demandez-leur de créer des communautés, je pense que c'est envoyer les gens au casse-pipe. Ok. Bah ouais. Enfin, moi, oui, je suis assez d'accord avec ton analyse. Bon, je pense qu'en effet, ça dépend vraiment du contexte. Non, mais tu m'as convaincu. Allez, on passe au levée de fonds. Allez. Côté ou sur côté? Là, sur côté. Je suis obligé de dire sur. Enfin, toujours pareil. On va aller dans le détail, mais moi, je dis sur côté. Ok. Attends, tu dis quoi? Moi, je pense que c'est sous-côté. Et j'ai changé d'avis. Sous-côté la levée de fonds? Alors, juste pour du contexte quand même, Alex a fait plusieurs levées de fonds et moi, j'en ai fait aucune. Hein. Donc voilà, tu as quand même beaucoup plus de data que moi sur ce sujet-là. C'est ça. C'est-à-dire que là, c'est l'inverse. Tu vois, on a inversé les théories de point de vue. Mais je vais m'expliquer. Vas-y, je te laisse démarrer et j'expliquerai pourquoi je pense que c'est surcoté. En tout cas, tel que c'est présenté dans les médias, c'est surcoté. Alors, moi, je pense que c'est sous-coté pour deux raisons. Déjà, une raison rebelle, qui est que maintenant, ça devient de moins en moins sexy, j'ai l'impression. Et généralement, lorsque un truc est moins sexy, c'est peut-être vers ça qu'il faudrait pouvoir tendre si on veut vraiment se différencier. Donc, une raison rebelle, pas forcément très rationnelle. Et ensuite, une raison plus sérieuse. Moi, je pense que c'est sous-coté à condition, enfin, c'est sous-coté pour toutes les personnes qui ont une idée, immédiatement la défoncent, sont immédiatement diluées, alors que le truc génère pas d'argent, alors qu'ils n'ont pas de clients, ils ont rien, ils ont pas testé grand chose. Et ça, dans ce cas-là, c'est surcoté parce que c'est une charge mentale de dingue pour le dirigeant. Tu dilues, c'est plus vraiment ta boîte. Si ça se trouve, tu vas devoir encore te diluer encore et encore. C'est une course contre la levée, sinon ta boîte elle meurt et donc c'est de la dilution. Et donc ça, c'est tout. Je détesterais avoir ce genre de choses. Je détesterais avoir cette pression
et de me dire qu'en fait, je bosse sur un truc qui ne m'appartient plus. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment surcoté pour moi. Là où c'est sous-coté, c'est, et j'ai jamais expérimenté encore, hein, donc à prendre avec des pincettes, c'est dans le cas où tu as une boîte qui fonctionne, qui est rentable, qui commence à faire 200, 300, 400, 500 000 euros par an de CA, où tu es encore bien actionnaire majoritaire de la chose, et tu te dis, OK, maintenant, je veux juste x10, et pour x10, bah, j'ai besoin de lever, et parce que j'ai pas envie de m'endetter, et aussi parce que, non seulement j'ai pas envie de m'endetter, mais aussi peut-être parce que j'ai envie de prendre des bons éléments dans ma boîte. Exemple, imaginons que je veux créer une plateforme de sponsoring de newsletter, eh bien, je vais aller lever des fonds auprès d'un gros directeur de médias qui non seulement va pouvoir m'apporter de la thune, qui en plus va faire partie de mon board, et donc il va pouvoir me donner des conseils et surtout, pourquoi pas, m'ouvrir des portes. Et là, d'un coup, bon, bah, c'est différent parce que le rapport de force est de ton côté, puisque tu as une boîte qui est rentable, tu n'avais pas besoin de thunes, forcément. Donc, tu gardes le rapport de force, tu gardes le contrôle de ta boîte, tu te sens toujours propriétaire, tu as de l'argent pour aller plus vite et tu as pas mal de passe droit pour justement accélérer ta croissance grâce au contact ou alors grâce au contact, grâce au business que les personnes peuvent t'apporter. Alors, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est le meilleur des mondes. Mais dans la réalité, tu vas quand même avoir un board, tu vas quand même avoir des mecs qui vont te mettre de la pression parce que tu vas vendre dans tous les cas, tu vendras des résultats futurs. Dans tous les cas, tu vendras une projection de ta boîte. Et cette projection de ta boîte, il faudra l'atteindre. Et donc, tu auras cette charge mentale. Peut-être pas les 2-3 premiers mois, c'est pas le sujet, mais sur une période assez longue, tu l'auras. Et je pense, alors moi je n'avais pas vu tout à fait la question comme ça. Pourquoi moi je disais surcoté, c'est parce que quand les levées de fonds sont annoncées, tu vois, dans les médias, donc ce que les gens, on va dire, ce que le grand public voit de la levée de fonds, c'est juste le côté très shiny de la chose. Genre, OK, la boîte XYZ vient de lever 100 millions. OK, très bien. Sauf que ce qu'on dit jamais dans les articles, c'est quelles sont les conditions du pacte d'actionnaires. Est-ce qu'elles sont réellement favorables aux fondateurs? Combien de temps ça a mis? En combien de temps l'argent va être donné? En combien de phases il va être découpé? Est-ce qu'il y a des milestones qui doivent être atteints pour débloquer des tranches et ainsi de suite? Combien, certes, même si la dilution elle n'est pas très violente, est-ce qu'il y a plus de sièges au board qui ont été négociés par les investisseurs, ce qui fait que les décisions courantes sont prises plutôt par les investisseurs et non pas par les fondateurs, ce qui arrive de moins en moins, mais ce qui était à une époque était un grand truc. Et des trucs comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et il y a un autre truc quand tu lèves des fonds que tu ne maîtrises pas, c'est est-ce que mon business va accepter de l'hyperscale? En fait, souvent, on a été trop manichéen. En mode, il y a des boîtes qui scale, des boîtes qui ne scale pas, et fin de l'histoire. Mais il y a aussi la vitesse de scale d'une boîte. C'est-à-dire qu'une fois que tu lèves, on s'attend à ce que tu scales aussi vite qu'un SaaS, en gros. On va dire, c'est une valeur habituelle de marché, tu vois, en mode, un SaaS, ça scale à peu près à x2 tous les ans, machin, et si t'es pas à ton x2 tous les ans, bon, bah, ça marche pas. Je schématise, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais on va schématiser ça. Sauf que pour plein de business, ça marche pas comme ça. Des fois, ça peut être plus rapide, des fois, ça peut être plus lent, et des fois, tu as un plafond qui est quelque part. Et si tu as levé sur une valo à 100 millions, donc j'en sais rien, ton CA doit faire x10 pour finir par le justifier, et que ton CA, il fait que x5, bah, tu peux te retrouver dans une situation de merde où tout le monde te pousse et ainsi de suite, alors que à x5, tu es quand même déjà vachement bien. Et que pour autant, économiquement, tu aurais une boîte peut-être de 50 salariés que tu payes, qui gagnent bien leur vie, tu gagnes bien ta vie en tant que dirigeant. Le jour où la boîte elle est vendue pour un chiffre qui te met à l'abri pendant très longtemps. Alors que si tu essayes de poursuivre le x10 qui est peut-être infaisable ou extrêmement compliqué, le risque, c'est de se retrouver avec tout le monde à zéro. Tu as des exemples comme ça ou pas? J'ai des exemples et j'ai même cité quelqu'un. J'ai lu un post LinkedIn il y a quelques jours du mec qui a fondé Ornicar. Ah ouais. C'est un mec de Cage. C'est un mec de Cage. J'ai eu la chance de le voir une fois, un truc à l'école. C'est une licorne ou pas?
ou pas du tout? C'est une excellente question. Je ne sais pas si c'est une licorne, mais ça vaut très très cher. Ok. Je n'ai pas envie de dire de conneries. Il est parti d'Ornicar et il a fondé une nouvelle boîte qui s'appelle Scarlett, qui permet aux personnes âgées de continuer à gérer leur épargne. Un truc, j'ai pas parfaitement compris ce qu'ils font, mais un truc pour les personnes âgées. Enfin, un truc sur la silver economy. Ok. Et ça a l'air de bien marcher. Et il faisait un post où il expliquait que c'est bien beau de maximiser la valorisation, de maximiser le tour de table, mais le plus important, c'est de se dire, est-ce que quand je liquiderai la boîte, enfin je liquiderai au sens, je vendrai ma boîte, ou je me verserai des dividendes, ou peu importe la manière que tu choisis, ou je me verse un salaire, ou enfin, est-ce que ma rémunération en tant que dirigeant, elle est optimisée par rapport à ce que je suis en train de faire? Vaut mieux une boîte qui ne dépasse jamais les 10 millions, mais tu en as 90% ou 80%, que de se retrouver avec 1% d'une licorne qui, si tu arrives à la vendre, bah déjà, tu n'as que 1% de 1 milliard, donc tu as 10 millions. Tu vois. Alors, tu me diras, oui, tu as plus que 9 millions. J'ai dit quoi? De 10 millions, une boîte qui vaut 10 millions, tu en as 90%. Tu as 9 millions. Tu as un peu plus, certes, mais le truc aura été beaucoup plus compliqué. Et avec le risque, avec l'énorme risque que personne n'achète ta boîte à 1 milliard. Et donc, bah, il y a plein de fondateurs, et avec des clauses de si mes investisseurs n'ont pas retrouvé leur fric, alors blablabla. Et là, tu rentres dans des clauses où le fondateur, il n'a plus rien. Et ton salaire, il a été. Ça, je ne comprends pas, pour être honnête. À quel point les fondateurs peuvent être aveugles par rapport à cette situation-là. Alors, déjà, pourquoi? Déjà, beaucoup de ces clauses qui ont été signées à une époque où personne ne parlait de ça. Il faut se rendre compte que les premières levées de fonds, enfin, quand tu vois aujourd'hui prenons Alan par exemple, les premières levées de fonds, il les signe en 2015-2016. En 2015-2016, il y a un peu moins de 10 ans, je dis Alan, j'en sais rien, mais Alan, Ornicar, toutes ces boîtes-là qui sont un peu connues aujourd'hui, on est dans un monde très différent, hein, pré-Covid, post-Covid. On ne communique pas autant. Le building public, ça n'existe pas. Le personal branding, ça n'existe pas. Le fait de communiquer sur il y a quoi dans mon pacte, ça n'existe quasiment pas. Les investisseurs sont beaucoup plus en position de force qu'ils ne le sont. Alors aujourd'hui, ils sont un peu revenus en position de force parce qu'il manque du cash sur le marché, mais globalement, à la grande époque 2021-2022, ils n'étaient plus du tout en position de force. C'était les fondateurs qui étaient en position de force, qui était une première dans l'histoire, entre guillemets. Et si tu veux, tu avais moins d'éducation sur le sujet. Et puis, tu avais des trucs, comme beaucoup de boîtes avaient été créées sous un format où, même si elles commençaient à marcher, elles étaient en perte, hein, elles avaient besoin de cash. Bah, ils étaient obligés de prendre les deals qu'on leur proposait. Et le deal qu'on leur proposait souvent, c'était ta gueule, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, tu vas me signer les clauses en gros, de liquid pref. Donc, je suis remboursé en premier. Un investisseur dit, tant que moi, je ne suis pas remboursé, toi, tu ne touches rien. Et tant que je n'ai pas gagné X% en plus, toi, tu ne touches que une partie de ce que tu dois toucher. Et ensuite, une fois que tout le monde est bien remboursé, a fait sa plus-value, là, tu touches ton prix. Mais c'est encore monnaie courante dans les boîtes. Tu connais, c'était Théo Lyon qui avait dit que c'était un secret de Polichinelle. Certains fondateurs de licornes françaises qui étaient sortis de leur boîte avec que dalle. Quand je dis que dalle, c'est vraiment, vraiment que dalle, à ce qui paraît. On parle même pas de 10 millions, même peut-être pas de 5 millions, des trucs vraiment Ah, mais je ridicules. confirme. Ah, ok. Quand je disais que dalle, je croyais que tu voulais dire zéro au sens le vrai zéro du terme. Ouais. Enfin, il y en a certains où j'ai des idées proches des chiffres, mais ce que je peux te garantir, c'est. Alors, pareil, licorne à définir, parce qu'il y a des trucs qui sont devenus des licornes après des bouts de sortie de mecs, donc au moment où ils sortent, c'est pas vraiment des licornes. Enfin, faut prendre le marché, mais beaucoup de fondateurs de startups à succès, on va dire, au sens large du terme, parce que j'estime que quand tu vends ta boîte 100 millions, tu n'es peut-être pas une licorne, mais c'est déjà un succès. Tu vois. Mais beaucoup de fondateurs de startups à succès, en tout cas pour ceux que moi je connais entre guillemets personnellement, sont sortis avec des chiffres largement inférieurs à 2 millions.
C'est- Je peux te faire un span si tu veux. Mais Je peux quel te est donner l'intérêt? Franchement, à part si t'es animé par ta mission, et j'entends, mais bah, y a des boîtes B2B où c'est quand même assez compliqué d'être animé par sa mission. Je pense à Aircall, par exemple. Bon, voilà, tu peux être animé par la téléphonie d'entreprise, mais c'est quand même un peu. Enfin, c'est plus complexe d'être animé par ça que ouais, d'être animé par la longévité, le network sale, toujours autre. Enfin, je pense, de mon point de vue. Donc, comment carrément. est-ce que tu peux accepter. Enfin, oui, tu m'as répondu finalement à cette question, mais je trouve ça délirant quand même. En fait, tu l'acceptes. En fait, la manière dont ça se passe, ça pour l'avoir vécu moi personnellement, tu acceptes certaines clauses à un moment où tu es persuadé que tu vas valoir 1 trillion. Ou dans ta tête, t'es Apple. J'exagère, je force le trait pour que tout le monde comprenne. Mais Ah, je comprends. tu, tu te fixes là-dessus. Et le jour où il faut vraiment payer, tu te rends compte que t'es pas Apple. Et donc, et donc, c'est là que le truc tombe, sauf que les papiers, tu les as signés. Tu peux pas faire autrement. Juridiquement, tu peux plus. Je sais pas comment t'expliquer, mais dans ces moments-là, c'est pas comme si tu pouvais te lever et dire non, je fais pas. On te dit soit tu repars avec zéro, tu gères, j'en sais rien, et tu t'es viré de ton poste, tu passes pour un con, ou alors tu acceptes de prendre, je dis un chiffre au hasard, mais 500 000. Tu sais, je comprends beaucoup mieux maintenant pourquoi il y a une boîte qui s'appelle useintro.co qui en fait te permet d'avoir des appels téléphoniques, des sessions de mentorship avec des pontes, soit des cadres top tiers de énormes boîtes, soit des CEO de très grosses boîtes. Il y a Greg Eisenberg qui est dessus, il y a Sam Park qui est dessus, il y a même Ouais. Nikita Beer qui est dessus. Et moi, je me disais, mais pourquoi ils font ça? Les mecs, ils ont pas le temps. Et deux, bah, ils ont suffisamment de thunes. Mais en fait, ça se trouve pas du tout. Ça se trouve, en tant que dirigeant, même si ta boîte, elle pèse 100 millions, bah, peut-être que toi, tu te verses 10 000 euros par mois et qu'avec Usintro, les 30 minutes à 1 heure, pardon, les 30 minutes à 1000 euros, bon, bah, tu vas pas dire non, quoi. Tu vas pas dire non. Et c'est généralement ça, la moyenne, c'est tu payes 1000 euros pour avoir accès à un appel de 30 minutes avec ces personnes-là. Donc, je Mais comprends regarde, beaucoup. prenons Greg Eisenberg. Prenons Greg Eisenberg. Il a vendu sa boîte pour je sais plus le montant à WeWork. OK? Hmm. Il a été payé en grande partie en action WeWork. Ah oui, c'est vrai. Je te mets ma main à couper qu'aujourd'hui, la participation de Greg Eisenberg, il en a retiré zéro. Hmm. Il a peut-être eu un chèque de départ, peut-être qu'il faisait 100 000 ou 200 000. Voilà, fin de l'histoire. Et des fondateurs de start-up qui se payent 10 000 nets par mois, Il n'y a pas beaucoup. il n'y en a pas des tonnes. Il n'y en a pas des tonnes parce que 10 000 nets par mois, il faut que tu te payes 21 000 bruts. Enfin, un brut chargé, et en gros, tu coûtes 21 000. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a Théo Lyon qui a partagé un post intéressant récemment qui a dit que c'était plus simple de passer d'entrepreneur à créateur, donc d'entrepreneur à vendeur d'information en gros, que créateur à entrepreneur. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes justement qui transitionnent et qui commencent à vendre de l'information ou ce Mais, type de modèle. mais mec, mais bien sûr, mais c'est bien plus facile euh, de vendre un truc où tu es tout seul que d'assumer toutes les charges d'une boîte, de se poser la question de est-ce que ton sales en N-12, il t'a bien donné le ticket de caisse, tu vois, de quand il va au resto ou je sais pas quoi. Enfin, tu as tout un truc et ensuite, tu es méga taxé. Alors, le seul truc, c'est que tu cotises pour le chômage, la retraite, le machin, le truc, enfin, suivant comment tu es organisé, suivant comment c'est branlé. Mais en fait, le problème, c'est que les gens ne se rendent pas compte que c'est pas parce que tu es entrepreneur que tu vois, tu vis le rêve. D'autant plus qu'en France, par rapport aux États-Unis, on a un problème, c'est qu'on a très peu d'IPO. En fait, les mecs qui deviennent très, 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 très riches, les Bezos, les Musk, les ce que tu veux, ils le deviennent post-IPO. Le jeu, c'est d'emmener tes actions en bourse. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as tes actions en bourse qui sont cotées, déjà, tu peux plus ou moins les liquider comme tu veux. Enfin, en règle générale, tu as des règles, mais à minima, elles sont liquides. Ça, c'est le premier point. Mais surtout, tu peux t'endetter contre ces actions. Tu peux lever de l'argent en disant je mets en gage ces actions-là. Quand Elon Musk il rachète Twitter, il le rachète en mettant en gage une partie de ses actions Tesla. Si le deal Twitter il fail, les banques qui ont prêté, donc je crois que la première c'est Morgan Stanley, viendra récupérer les actions de Twitter. Okay. Hyper intéressant. Et donc c'est là que tu deviens vraiment riche. Et, C'est tard, mais
Qu'est-ce qui pourrait inciter qu'est-ce qui pourrait faire qu'en France, on ait plus de IPO? C'est quoi? On parle d'une régulation, on parle d'une éducation du marché, on parle il manque des instances qui viennent et qui accompagnent. C'est quoi? C'est une question que je creuse en ce moment. Je J'essaie de me renseigner, de comprendre. Déjà, c'est pas trop dans la culture. Parce que déjà aux États-Unis, eux, ils ont un truc que nous on n'a pas. Enfin, où on a peut-être. Je suis pas un expert sur le sujet, mais ils ont le Nasdaq qui est, on va dire, le représentant des valeurs technologiques. Ce qui fait que toutes les boîtes techno ont une porte de sortie à la fin, qui est le Nasdaq. Nous, on n'a pas ça. C'est des cotés entre guillemets directement au CAC 40, enfin, ou au SBF 120, enfin, tu vois, les échelons du dessous. Mais le problème de ça, c'est que soit tu es au CAC 40 et là, tu as de la visibilité et de la liquidité, et c'est cool, mais c'est-à-dire qu'il faut que tu sois dans les 40 plus grosses entreprises de France, ce qui, je n'ai pas envie de dire de conneries, mais à part peut-être Sorar, qui à un moment a valu 6 milliards, je pense pas que tu aies une autre boîte capable de rentrer dedans, parce qu'il me semble que la plus petite boîte, c'est Téléperformance, qui est un truc de téléphonie dans le CAC 40, et qui oscille entre 5 et 7 milliards. Mais j'ai pas envie de dire de conneries, à vérifier vraiment les chiffres. Voilà, je ne suis pas un expert là-dessus. Donc, c'est très improbable, même si tu es une licorne, d'entrer au CAC. Donc, tu n'auras pas cette visibilité-là. Ça, c'est pas possible. Et si tu es au SBF 120, je suis pas sûr que tu aies beaucoup de volume d'argent tradé. Et donc, du coup, je suis pas sûr que ça fasse jouer positivement ta valorisation. Du coup, il faudrait créer un autre indice, peut-être. Il faudrait peut-être créer un indice, tu vois, Tech Europe, ouais. et que cet indice il soit tradé, et que BlackRock achète cet indice, et qu'il y ait des ETF sur cet indice, et qu'il y ait toute une machine qui se mette en place pour délivrer du cash à ces boîtes, et donc de la liquidité sur le marché, comme au Nasdaq. Et d'ailleurs, les rares boîtes françaises, Criteo par exemple, qui s'introduisent, elles s'introduisent aux États-Unis, au Nasdaq. Ça, c'est un problème aussi. Enfin, c'est un problème. Et pourquoi est-ce qu'en France, en Europe, ça ne se met pas en place, ce que tu viens de dire? Un indice tech en Europe. On n'a pas la maturité. Aujourd'hui, on n'a pas la maturité Enfin, il faut être clair, hein, on n'a pas la maturité des startups. Ce qu'il faut pour emmener l'indice, il faut des mastodontes quand même. Il faut que l'indice, il donne envie. Qu'est-ce qui donne envie au Nasdaq? C'est que tu as Google, c'est que tu as Facebook, c'est que tu as Apple, c'est que tu as Microsoft, c'est que le truc existe depuis très longtemps. Et donc, quand un Robinhood arrive ou j'en sais rien, tu vois, un Opera arrive, bah, il rentre dans une grande famille qui est déjà costaud et solide et organisée. Mais là, aujourd'hui, tu mets qui en tête de pont? Le groupe Canal, par exemple. Enfin, je dis des bêtises, mais tu t'emmènes le Free, tu peux mettre le groupe Canal qui aujourd'hui veut concurrencer les Disney Plus et les Netflix. Tu essaies de mettre les licornes, Alan qui est en train de vachement se développer, Doctolib qui est en train de se développer. Tu dépoussières un peu Alors, jusqu'à présent. je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis d'accord avec toi. Mais en fait, la question, c'est est-ce que c'est assez sexy pour attirer des capitaux? Et quand tu as le choix entre Google et Groupe Canal ou entre Google et Alan, j'ai peur qu'on ne fasse pas le poids, tu vois. Et donc, c'est pour ça que les personnes ne veulent pas se risquer à créer ce type d'indice. Il n'y a personne qui veut embarquer la chose. Je peux pas du tout l'affirmer. Je peux vraiment pas t'affirmer ça. C'est juste des éléments de réflexion qui me permettent de dire que il doit y avoir des freins dans cette zone-là. Ok, hyper intéressant. Tu vois, parce qu'à l'inverse, le CAC 40 fonctionne. La croissance est moins haute que sur le S&P 500 et que sur le Nasdaq, mais ça fonctionne quand même. Ça fonctionne. Mais pourquoi? Parce qu'on est drivé par le luxe. On est drivé un peu par l'automobile. On est drivé un peu, quand ça marche bien, c'est pas le cas en ce moment, mais par notre immobilier. On est drivé par nos boîtes santé et tout ça. On est drivé par, tu vois, tout un paquet de boîtes un peu historiques françaises qui tournent. Ou alors dire qu'on ne fait plus le CAC 40, mais le CAC 60, et puis, tu vois, on ouvre un peu plus large. C'est possible aussi. Je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, c'est une idée qu'on pourrait, tu vois, creuser. Ou alors, on met à l'intérieur toutes les boîtes, pas forcément tech, mais qui ont dépassé le milliard de valorisation. Je sais pas, j'ai de la merde, hein. Mais après les années 2000. Et comme ça, on met à l'intérieur le groupe LVMH. Enfin, je crois que, ou alors les années 90, je préfère. Ouais. Et toutes les autres belles boîtes qui composent l'écosystème européen. Oui, mais là, tu n'auras pas
C'est vrai, mais tu n'auras pas un écosystème pure tech. C'est pas comme le Nasdaq. Tu auras un écosystème mélangé qui permettra on va dire, de faire venir de la tech. Pour autant, ceux qui driveront le truc ce seront pas des startups tech et ça bénéficiera pas forcément autant à l'écosystème. Mais je pense qu'il y a un truc, et peut-être que c'est à l'échelle européenne qu'il faut le trouver. Ouais, je pense Parce aussi. qu'à l'échelle européenne, Alan plus Revolut plus Casada, ou je sais plus comment ça s'appelle en Italie, là, plus tu dois avoir 2-3 startups allemandes très Bolt costauds. aussi. Comment? Plus Bolt. Oui, oui, Bolt, Vinted, tu vois. Je pense que tu dois pouvoir peut-être t'en trouver une trentaine ou une cinquantaine à l'échelle européenne. Mais c'est-à-dire qu'il faut, à l'échelle européenne, se mettre d'accord sur une régulation, se mettre d'accord sur un indice qui est coté où? En Allemagne, à Paris. Ça veut dire que, enfin, tu vois, ça veut dire plein de choses. On pourra en reparler, je suis hyper, ça m'intéresse. Je serais chaud qu'on fasse un épisode complet dessus. Mais faudrait qu'on creuse avec quelqu'un. Il faudrait qu'on fasse venir, je peux essayer de me débrouiller, quelqu'un qui connaisse parfaitement les phénomènes boursiers et comment sont constitués les indices, pour que nous, on lui pose les questions par rapport à la tech et que lui réponde sur la capacité technique. Est-ce que c'est faisable techniquement? Ça, je m'en occuperai. Alors, je te propose qu'on avance quand même parce qu'il nous en reste encore 2. Les Optimus Tesla. Alors là, moi, je dis en fait, et je crois que j'ai dit une connerie la semaine dernière. Il y a 2 semaines. Je le crois, mais c'est difficile d'avoir l'information. Je crois que c'est surcoté. Ouais, bah, je pense aussi. Ouais, okay, je pense que c'est très stimulant. Alors, pardon, vas-y. Donne-moi ce que tu penses. Il semblerait, donc j'ai vu des articles, il semblerait qu'en fait, toute la présentation sur laquelle on s'est excité nous-mêmes, c'était fake. C'était 100% scripté. Mais à la limite, ça, c'est pas. Enfin, à la limite, c'est pas choquant. Je veux dire, à la limite, on peut changer le cadre. C'est pas les Optimus Tesla pendant la présentation, c'est les Optimus Tesla avec la promesse qu'ils nous amènent. Ok. Alors, je dis quand même surcoté. Ok, mais je suis un peu plus, dans ce cas-là, je suis un peu plus mesuré parce que, comme je t'avais dit à la dernière fois en fin de truc, moi, je comprends l'utilité et je comprends le côté éviter la flemme, enfin, le côté achat flemme. Moi, je sais que je suis capable de le faire. Mais par contre, c'est quand même surcoté. Je pense qu'on n'est pas encore. Et on ne prend pas la direction de iRobot, genre tout le monde fait tout pour moi. L'humanité a trouvé un outil qui fait tout. Et donc. Parce que moi, j'ai creusé aussi dans le côté philosophique de la chose. Le côté philosophique de la chose, d'après moi, c'est très dur. Parce que c'est une conversation compliquée. Mais aujourd'hui, il est possible que nous arrivions au bout de notre croissance. Pourquoi on a des phénomènes compliqués économiquement et pourquoi on a l'impression de s'appauvrir? C'est parce qu'on n'a plus, ou la croissance en Occident en tout cas, est extrêmement compliquée à trouver. En France, on a une croissance qui est famélique. Même la Chine commence à patiner. Les États-Unis, ils ont un peu plus de croissance, mais ce n'est pas extraordinaire non plus. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas eu de révolution technologique qui ont poussé une nouvelle vague comme Internet dans les années 90. Aujourd'hui, on a surfé sur Internet et on a épuisé les gros gisements de croissance d'Internet, je pense. Je crois que si on trouvait le moyen d'avoir de la main-d'œuvre gratuite en illimité, c'est-à-dire de la robotique, alors on aurait une nouvelle phase de croissance. Pourquoi? Parce que toutes les entreprises, si elles n'avaient pas de salariés à payer, je prends un cas évidemment extrême, mais si c'était zéro, s'il n'y avait personne à payer, alors mécaniquement, elles auraient des marges nettes délirantes qui augmenteraient, puisque la plupart des entreprises, le plus gros poste de dépense, c'est les salaires. Alors, on pourrait investir sur des nouvelles choses, se concentrer à réfléchir, à créer, et avec cette création, renvoyer de la croissance. Et c'est un peu
Alors, il y a des textes qui parlent un peu de ça et qui disent oui, c'est comme quand on a arrêté l'esclavage, donc on a dû payer les gens, on a fait effondrer la croissance pendant un temps. Réflexion complètement horrible, hein, qu'on soit bien d'accord, je la donne juste pour le parallèle. On va la mettre en short. Non, non, On va la pousser sur les réseaux. celle-là, on va pas être en short, tu vois. Mais non, mais pourquoi? Parce que le parallèle était de dire on a effondré la croissance parce qu'on est obligé de payer des gens. Mais bien sûr, c'est bien. Tout à fait normal aujourd'hui. Sauf que si on fait ce pas en arrière sur des robots, et en disant le robot, lui, il s'en fout, en tout cas. Voilà. On pourrait creuser sur est-ce que les robots ont une âme, machin, bon, bref, on s'en fout, mais c'est pas le sujet du jour. Si le robot fait toutes les tâches gratuitement, alors tu réaugmentes la croissance de manière délirante. Bon. Ça, c'est un gros cas économique sur la robotique. C'est une des énormes réflexions sur la robotique. Et ça, ce serait de nature à transformer le monde. Mais je pense, pourquoi je dis surcoté, c'est parce que je pense que ce type de cas-là, on est à des années-lumière de remplacer, voire on remplacera jamais 100% des jobs, et voire jamais on arrêtera de payer des salariés et tout ça. Et que aussi beau et bon et bien construit Optimus Prime soit, Optimus tout court, Optimus. là c'est Transformers, Optimus soit, je ne crois pas qu'on remplace, si tu veux, 100% de la workforce demain. Et Or, ce serait ça le point fondamentalement transformatif dans la société. Ce serait de relancer la croissance en Occident avec ça. Déjà, qu'est-ce qui te fait dire qu'aujourd'hui la croissance est au point mort et que finalement on est arrivé à un stade, un plafond et on ne peut pas passer au-dessus à part si on réduit les coûts? Et deuxièmement, non. Ouais. C'est pas ça mon point. Le point, il est découpé en deux trucs. Un, on a un plafond. Enfin, aujourd'hui, on est dans une croissance molle. Ouais. Ça, c'est des indicateurs, il suffit d'aller les chercher. Hein. Bien sûr. La croissance a ralenti, a été divisée par 2 en Chine. Nous, on a une croissance, si on a 1%, on est content. Et puis, aux États-Unis, la croissance, elle est moyenne. Ouais. Ça c'est des indicateurs très factuels. De l'autre côté, ce que je dis, c'est pas qu'il faut arrêter de payer les gens. Ce que je dis, c'est qu'il faut qu'il y ait une révolution technologique qui permette de faire redémarrer la croissance. Il y a d'autres manières, et en fait, il y a d'autres manières de faire redémarrer la croissance, hein, mais l'une d'entre elles étant se foutre sur la gueule à l'échelle mondiale, et on espère tous l'éviter. Mais si tu prends les guerres, toutes les grosses guerres qu'il y a eu ont à chaque fois relancé la croissance. Tu as des destructions, il faut reconstruire, il faut machin, non, enfin bref. Puis il y a de l'innovation aussi. Et c'est pour ça que je pense que oui, et ça amène de l'innovation, et l'innovation, pour le coup, ce qui est sûr, c'est que l'innovation amène de la croissance. Et donc, pour moi, il faut privilégier l'innovation sans conflit et pas le conflit. Tu vois. Ouais. Et il y a peut-être d'autres méthodes. Hein. Attention, il y a peut-être des trucs qu'on fait mal et que je vois pas. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis un siècle, c'est surtout les vagues d'innovation, l'informatisation, l'arrivée d'Internet, l'arrivée du chemin de fer il y a plus de 100 ans. C'est ce genre de choses-là, l'arrivée du moteur thermique, donc les voitures, le fait de pouvoir bouger, le fait de pouvoir se déplacer. C'est ces choses-là qui ont amené des grosses phases de croissance. Et pourquoi est-ce que tu penses que Optimus ne va pas remplacer toute la force physique, le travail physique manuel, avant des années-lumière? Alors, je sais pas ce que tu attends années-lumière. Est-ce que tu attends 2 ans ou est-ce que tu attends 20 ans? 30 Non, ans? en plus, c'est une connerie, parce qu'une année-lumière, c'est une distance, pas un Ouais. temps. Non, mais ce que je veux dire par on est à des années-lumière où on est très loin, c'est de dire. Puis c'est pas ça qui va relancer la croissance sur le court C'est terme. pas ça qui va relancer la croissance, je pense, à horizon entre 5 et 10 ans. Ah oui, ok. Ouais. En fait, je pense qu'on en a encore pour 5 ou 10 ans. Tu vois, je me suis fait. L'autre jour, je dînais avec quelqu'un avec qui j'avais fait un pari. On dîne souvent ensemble et en 2016, j'étais encore en école et je lui dis dans 5 ans max, il y a des voitures autonomes pour Mais tout le on en monde. parlait déjà. Hein. On en parlait déjà de ça. On en parlait déjà. Mm. Je lui dis dans 5 ans max, il y a des voitures autonomes. Donc 2016, ça fait 2021. On se revoit là en 2024. Elle me dit alors, elle est où ma voiture autonome? En soi, il y en a. Il y en a, mais pas à grande échelle. C'est exactement ça. Et donc, comme je suis de mauvaise foi, je lui ai dit non, mais n'importe quoi, il y en a, regarde, j'ai des exemples. Elle m'a dit oui, mais ton pari, parce que évidemment, le pari était
était très précis, c'était la prochaine fois, enfin, quand on va au resto à partir de 2021, il y a une voiture autonome qui vient nous chercher en bas de chez nous et c'est pour tout le monde pareil. Son pari à elle, c'était non, ce ne sera pas le cas. Et il s'avère qu'elle a gagné parce que le pari n'a clairement pas été tenu. Et aujourd'hui, en France, tu ne peux pas. Alors, sauf sur des petits trucs à Lyon, voilà, mais tu n'as pas de voiture autonome en libre service du style j'appuie sur une app, un taxi autonome arrive en bas de chez moi, on y va, et go. Et je pense qu'on surestime, je pense que ça se fera. J'ai aucun doute là-dessus, mais je pense qu'on surestime à court terme la capacité à faire. Ouais, je suis d'accord. En fait, je pense qu'on est trop habitué on a été trop habitué au software et à Internet, où Oui. finalement, en 2 secondes, la Terre entière pouvait être connectée à quelque chose. Là où sur la robotique, la deep tech, enfin la deep tech c'est différent parce que l'IA peut être complètement, mais la robotique et toutes les choses un peu plus physiques, ça met quand même vachement de temps. Hein. Je sais Et pas. même l'IA, si on est totalement honnête, l'IA avance tous les jours, mais les grands changements de société avancent par paliers. Ouais. Et OpenAI est créé en 2015. De 2015 à 2022, ils avancent, mais on n'entend quasiment rien. 2022, ça explose, tout le monde utilise ChatGPT. Et maintenant, c'est de l'amélioration de ChatGPT. Certes, il est meilleur, mais entre 2022 et maintenant, ça fait 2 ans, on va dire. Si on est honnête, ça n'a. Certes, les étudiants s'en servent, certes, on s'en sert dans le boulot, machin, ça n'a pas encore transformé la société. Personne, enfin, dans les gens que je connais, personne n'est tombé au chômage à cause de ChatGPT. Je crois qu'il y a des chiffres là qui commencent à sortir un peu aux États-Unis, dans certains médias. C'est possible que tu aies des effets de bord, tu vois, mais ça n'a pas bouleversé la société. Quand en 2022, il arrive, tout le monde dit oh là là, dans un an. Moi, j'avais lu un article je crois que c'était McKinsey, qui disait en 2026, donc c'est c'est dans un an, ok, dans un an et 3 mois, McKinsey disait 80% des jobs n'existeront plus. C'est fou quand même que ce soit pas un infopreneur lambda qui sortait ça, mais McKinsey. Tu veux doucement 80%, je peux déjà te dire que dans un an, on ne sera pas à 80%. Bah oui, c'est sûr. Enfin, ne serait-ce que de rompre les contrats en France, ça sera plus le bordel qu'autre chose. Tu vois, donc, mais par contre, il y a des investisseurs qui commencent à aller voir les boîtes IA en leur disant mes cocos, où sont les gains de productivité que nous avez promis? Parce que c'était ça aussi la grosse promesse de l'IA. C'était de dire vous allez avoir de la croissance parce qu'on va vous apporter des gains de productivité de dingue. Mais en fait, évidemment, mais n'importe quel investisseur là, qui a mis 120 millions sur une valo à 3 milliards en précide, doit être en train de se dire merde, j'ai déconné. Sachant que aujourd'hui, le grand gagnant de l'IA, c'est pas OpenAI, hein. C'est Nvidia et les fonderies genre TSMC. C'est les mecs qui vendent des puces, hein. C'est pas les mecs qui vendent du soft. Comme le grand gagnant de la vague software, c'est les mecs qui vendent des pubs. C'est Meta, c'est Facebook, c'est éventuellement Amazon, et c'est les mecs qui vendent du cloud. Amazon, OVH, ouais. Google, éventuellement OVH, Azure. Après, les SaaS ont quand même apporté des gains de productivité, ont quand même généré de la croissance. Bien sûr. Mais autour de la table, qui est le plus riche? Le mec qui loue les serveurs. Ouais, c'est clair. Ou Stripe, ou le processeur ou de Stripe, ou ce genre de truc. Je suis d'accord avec toi. En fait, les mecs qui sont derrière, en fait, c'est plus sexy de travailler chez, on va dire, Airbnb que chez Stripe, mais factuellement, la valeur fondamentale du produit, elle est quand même chez Stripe. Tu vois. Stripe n'aura, je pense, jamais de problème de liquidité. Airbnb est quand même passé par des phases très compliquées. Alors maintenant, c'est devenu un peu un standard de marché. Ils ont réussi à passer un cap et tout ça, et c'est une boîte magnifique. Mais Stripe, avec l'air de ne pas y toucher, si tu veux. Enfin, si tu vas dans la rue, tu demandes à tout le monde, vous connaissez Airbnb, tout le monde te répond oui. Vous connaissez Stripe, tout le monde va te faire ouais. Enfin, tu vois, quelqu'un de 60 ou 70 ans, il va te dire oui, peut-être j'ai vaguement entendu parler, ou alors j'ai vu le bouton quand j'ai voulu acheter un truc, mais c'est tout, quoi. Et je pense que sur l'IA, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Et je pense qu'il y a des mecs qui sont très énervés actuellement de payer des millions d'euros par an à Nvidia, à Azure et à je sais pas qui. Ouais. D'ailleurs, c'est la première fois que j'entends un terme. Je discutais avec un investisseur l'autre jour qui me disait ouais, on fait du compute for equity.
En gros, les mecs, ils échangent des parts contre du compute, contre de la puissance d'ordinateur. Donc Microsoft prend des parts, par exemple chez OpenAI, il y a une partie, c'est du compute. Tu as 10 milliards de crédits gratos pour faire tourner tes trucs. Et en échange de ça, je veux 20% des parts. Et encore, OpenAI fait beaucoup de blé. Ils sont déficitaires, mais ils font quand même beaucoup de chiffre d'affaires. Donc, on peut se dire que ça peut aller dans le bon sens. Mais tu vois, Perplexity, et pourtant, c'est un super produit, je le trouve top. Mais. Ça commence à brasser, hein. Là, enfin, ça brasse. Ils font d'ailleurs, Valo assez délirante. Je crois qu'ils ont une Valo de 5 milliards et ils font 50 millions par an. Alors, la Valo est totalement délirante par rapport au revenu, mais en quelques années, faire 50 millions par an de CA, avec, je crois qu'ils ont plus de 50 millions de requêtes par jour utilisateurs. Ouais, Ça commence à être intéressant. ouais, ok, j'étais un peu dur sur Perplexity. Parce que moi, la dernière fois que j'avais regardé, ils avaient un truc genre 17 ou je sais pas combien. Et c'était déjà valorisé peut-être 3 milliards. Enfin, c'était déjà un truc délirant. Parce que OpenAI fait quand même, je crois, 2 milliards de revenus, ou j'ai pas envie de dire de conneries, mais un truc comme ça. C'est pas mal. C'est gigantesque. Alors, ils ont des coûts qui sont malheureusement délirants aussi, mais je pense qu'eux, ils peuvent solver le problème. Ils sont rentables ou pas, OpenAI? Non, OpenAI, ils crament entre 5 et 6 milliards par an, je crois. Tout ça est à vérifier, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est entre 5 et 6 milliards de cramage par an. Si t'es chaud, on avance. Ouais. C'est dommage parce que chaque sujet, on pourrait faire une vidéo en fait. C'est pas intéressant. On le fera, mais c'est pas, en effet, aujourd'hui, c'est efficacité. Indiquez-nous en commentaire les sujets que vous voulez que l'on creuse plus, histoire voilà, de savoir ce qui vous intéresse. Dernier point, le build in public. Alors, surcoté ou sous-coté? Bah, je te laisse y aller en premier sur celui-là. Surcoté. Surcoté de ouf. Surcoté de fou. Alors, surcoté, moi je dis surcoté non seulement parce que je pense que les résultats ne sont pas extraordinaires, je pense que la démarche n'est pas forcément la plus intéressante parce que du coup on se retrouve des fois dans des détails, tu vois, complètement, on s'en fout en fait. Et surtout, et alors là je vais jeter un pavé dans la mare, je ne connais pas de mecs qui font du building public, Ah ouais. Aucun mec qui fait du building public ne dit la vraie vérité. Je suis d'accord. Aucun mec. Je vais te donner une anecdote. Il y a quelques semaines, j'ai décidé d'aider un pote de pote à monter sa boîte. Okay. Je tairai évidemment tous les noms. Le mec fait du building public. Okay. Donc moi, j'étais de l'autre côté de la barrière. Aucun des posts n'est un tant soit peu proche de la vérité. Rien. Rien, pas un. Et quand il y a des posts du style « Ok, je me mets à poil, aujourd'hui c'est compliqué, c'est machin, c'est tout », le sujet de la complexité n'est qu'une microscopique partie de ce qui est réellement le problème et un angle qui fait passer le problème pour un problème normal et acceptable. Voire noble, voire un bon problème. Voir un bon problème, voir un problème où tout le monde se dit allez, vas-y, accroche-toi, machin, nanana. Et si les gens savaient ce qu'il y avait derrière, les gens diraient ça marche pas. Juste, ça marche pas. Stop, tu vois. Ouais, 100%. Donc, moi, le building public, ou alors tu es un vrai fou furieux et tu fais un vrai building public à la Justin Can au début. Tu laisses tourner ta cam 24-24. Et j'y crois pas en termes de stratégie marketing, mais à la limite, en termes de. Comment dire de philosophie, je veux bien y croire. T'es un barjo, tu laisses tourner ta caméra 24-24. Je le ferai pas parce que j'ai pas envie de le faire. Je le ferai pas parce que je pense pas que ça amène tant de résultats que ça. Mais à la limite, je conçois et je valide le côté un peu barjo de la chose et donc le côté philosophique. Ce qu'a fait Justin Can au début quand il a lancé Twitch, stylé. Et en plus, ça avait un rapport avec le produit, donc bien sûr. Cool, tu vois. Mais tu vois, c'est ça la chose. C'est que 100% des personnes, bon, allez, 90% des personnes qui font du building public
ont en fait un truc à vendre aux personnes qui lisent le building public. Donc ça va être soit des infopreneurs, soit des mecs comme Marc Louvion qui, comme tu as dit, font pas du vrai building public en fait. Hein. C'est plus regarder ma journée pour créer de l'inspiration pour que les personnes derrière achètent ces SaaS parce qu'ils vendent des SaaS pour les créateurs de SaaS, en gros. Et donc, sa promesse, c'est de dire un peu comme acheter ma formation pour devenir comme moi. Là, c'est acheter mes SaaS parce qu'en achetant mes SaaS, vous allez devenir aussi un solopreneur et faire comme moi. Ouais. Et les personnes, et j'ai écouté, je vous encourage à écouter un dernier épisode de Théo Lyon, où justement il expliquait la chose. Et non seulement il parlait du mini public, mais il parlait de la création de contenu de manière large. Généralement, en fait, on se rend compte que c'est rarement nos clients qui nous lisent ou qui nous écoutent. Et en fait, c'est soit des personnes qui veulent faire comme nous, donc des potentiels concurrents, soit au contraire, eh bien, ça va avoir comme effet de donner l'image inverse que ce qu'on veut renvoyer. Exemple, Théo Lyon, il prenait comme image le fait que lui, il parle à des mecs qui font de l'e-commerce dans les grosses boîtes et qui gèrent des gros budgets. Lui, son podcast « Enlève tes chaussures », où on le voit aux chaussettes en train de boire de l'alcool et parler avec Oussama Hamar. Enfin, j'ai pris Oussama Hamar comme j'aurais pu prendre n'importe qui. Hein. Et ben, ça lui accordait pas la crédibilité qu'il voulait avoir auprès justement de ses potentiels clients qui sont censés gérer des millions et des millions et donner, trouver des prestataires pour gérer ces millions. Et donc, je pense qu'il y a eu un énorme effet de mode. Beaucoup sont rentrés là-dedans, mais peu sont rentrés là-dedans avec en se posant les bonnes questions. Concrètement, à quoi est-ce que ça me sert? Est-ce que ça me permet de trouver des clients? Si oui, en quoi parler de mes difficultés vont pouvoir me permettre de trouver des clients? En quoi parler de mes chiffres vont vraiment pouvoir me trouver des clients et pas m'amener plus de concurrents ou plus d'emmerdes? Ou alors carrément des personnes qui font du building public, mais sans vraiment savoir pourquoi. Juste parce que c'est la mode, ils le font, mais ils se posent même pas la question. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que ça. Enfin, est-ce que tu as déjà pris une décision d'achat parce qu'un mec t'a dit qu'il avait gagné 10 000 euros le mois dernier, quoi? Alors, oui, sur de la formation, peut-être, parce que tu as ce côté, ça me rassure que le mec ait réussi à le faire. Mais je veux dire, moi, demain, un investisseur qui m'achète, tu vois, un produit avec Will, je lui explique que le mois dernier, j'ai gagné 200 000 euros. Il en a rien à branler. Non, mais Mais c'est normal. En fait, rien à faire. il achète, justement, il achète, c'est parce qu'il va pas acheter tes conseils à toi. Là où sur un coach qui dit j'ai fait 500 000 euros ce mois-ci, bah mec, coach-moi quoi. Bon, c'est un mytho généralement, mais vas-y, coach-moi, j'ai envie de savoir. Ouais, ouais. Ça, je veux bien l'entendre. C'est vrai que nous, on n'est pas du tout dans ce game-là, donc peut-être que je suis éloigné, tu vois. Mais moi, ce que le mec il veut savoir, c'est est-ce que j'ai une bonne qualité de service. Et éventuellement, ce qui peut marcher sur le. Et ça, c'est ce qui marche par exemple avec des gros mecs genre Elon, c'est que les gens, parce qu'il défend une vision du futur, mais c'est pas du building public, c'est parce qu'il défend une vision du futur que les gens se disent j'ai envie d'avoir une Tesla parce que ça match avec mon set de valeurs. Moi aussi, je veux qu'on défende cette vision du futur. Donc, j'achète une Tesla parce que la Tesla représente la vision du futur que je veux. Mais c'est pas du building public. Et c'est là où les gens ont confondu le building public et le personal branding. Le personal branding, c'est de dire mon set de valeurs, c'est celui-là. Et voilà la vision du monde que je défends. Et moi, je vais bosser pour vous l'amener. Donc, consommer mes produits parce que quelque part, vous votez avec votre argent. Versus du building public en disant cool, ce matin, je me suis levé, j'ai bouffé des céréales. Tu vois. Et après, ils disent oui, mais Elon Musk, il le dit aussi. Non, Elon Musk, il va sur un plateau télé et quelqu'un lui dit est-ce que tu manges des céréales le matin? Et lui, ça le fait marrer, il répond à la question. Ouais, mais même au-delà des céréales, il va pas dire toutes les emmerdes qu'il traverse, ou alors, pas à l'instant T du moins, sur Tesla, et la preuve, il fait l'inverse du building public, où il va jusqu'à faker du coup les robots Optimus. C'est pas du tout. Il va pas mettre sur son Twitter, bon là, ça a pas marché, du coup on a mis des humains derrière, tout est faux, mais vous en faites pas les mecs, on va faire comme si, tu vois. Mais évidemment. Mais évidemment. Déjà, parce qu'en plus, il y a des lois, une fois que tu es une boîte cotée, tu peux pas faire ce que tu veux. Enfin, tu vois. Ah oui. C'est normal. Et je trouve que donc voilà, mode building public, pour le coup, complètement surcoté. Je comprends là, je veux bien entendre la démarche intellectuelle à la base, mais je trouve qu'elle a été complètement galvaudée. Et que du coup, elle a peu d'intérêt. Ouais. À part, si c'est fait dans un petit groupe d'entrepreneurs avec 4-5 personnes,
Et que le but, c'est de s'ouvrir et d'obtenir de l'aide, parce que ça permet à la fois d'avoir une sorte de clarté mentale, de dire ce qui s'est passé, de faire un point, histoire de savoir exactement notre direction et ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de pas de bien, si on a réellement été efficace ou pas. Et derrière, pourquoi pas obtenir des conseils. Et dans ce cas, c'est pas du build in public, c'est du build in privé, et c'est même du build in ultra privé. Et ça tombe bien, parce qu'en fait, c'est ce qu'on fait au sein du sanctuaire. Alex, il fait partie d'un groupe de thérapie. Je fais partie d'un groupe de thérapie, on est autour d'entrepreneurs, et là, c'est intéressant de s'ouvrir. Pourquoi pas donner nos chiffres, pourquoi pas donner notre état d'esprit, si on a notre état d'esprit, même au niveau de si on se sent fatigué ou pas, quel que soit l'état d'esprit. Et parce que derrière, ça nous permet d'avoir de la data intéressante. Mais pas pour dire ça, pour se vanter ou pour défendre quelque chose. Non, c'est se mettre à nu pour en tirer un bénéfice personnel, soit au niveau de la clarté mentale, soit au niveau des conseils qu'on peut obtenir. Tout à fait. Et non, mais sauf que là, encore une fois, c'est totalement différent, puisque le Ouais. but, justement, de dire toute la vérité pour obtenir des conseils les plus précis possibles. Mm. Tout le sujet est là. Peut-être que le building public marcherait si tout le monde disait la vérité et qu'en face, tu avais des gens bienveillants qui t'apportaient des vrais conseils. Sauf que la réalité, si tu fais ça sur LinkedIn, c'est que tu n'auras ni conseils bienveillants, ni des mecs qui disent la vérité. Donc, oui, en effet, autant venir sur le sanctuaire. Et ben, ce sera la fin de cet épisode. Génial. Bah, j'ai bien aimé le format. Dites-nous si vous avez apprécié ou pas. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Ciao, ciao. Ciao.